quelque part une détente, une certaine relaxation. Aujourd'hui, le cannabis est partout. Parmi les 15-16 ans, un jeune sur 5 en consomme régulièrement. Prohibé en France et en Belgique, le cannabis doit être légalisé au Canada. Un marché où tout reste à faire, donc, et où la demande est déjà plus importante que ce que peut produire l'industrie pour les seuls besoins thérapeutiques. Mais la légalisation du cannabis dit récréatif suscite beaucoup d'inquiétudes. La marijuana est la drogue la plus répandue dans les communautés des Premières Nations du Québec. On y compte 2 fois plus d'utilisateurs que dans le reste de la population. Entre 12 et 14 ans, un adolescent sur 5 des Premières Nations consomme du cannabis. La Suisse, elle, a coupé le chanvre en deux. Non, la Suisse n'a pas encore légalisé le cannabis qui fait planer. Ici, on fume du CBD. Du cannabis légal, avec très peu de THC. Le cannabis, un énorme marché et une manne financière. Que ce soit de la production à la distribution, que ce soit les magasins qui engagent du monde ou les producteurs qui tout simplement se lancent, ça crée énormément d'emplois. La marijuana nous a rapporté cette année $1 milliard. C'est un business légal et ça ne va pas changer. C'est l'avenir. Est-ce que ça sera une mode? Est-ce que ça sera qu'un passage? Affaire à suivre. Sur le terrain, nos rédactions partenaires ont enquêté. Dépénaliser, légaliser, comment lutter contre le trafic, comment limiter la consommation, quels sont les dangers de la légalisation de la marijuana. Questions posées à ces reporters, aux sénateurs canadiens Serge Joyal et Claude Carignan, mais aussi à l'ex-présidente de la Confédération helvétique, engagée pour la légalisation du cannabis, Ruth Dreyfus. Bienvenue à toutes et à tous. Cannabis, est-ce la fin de la prohibition? C'est le thème de ce 3e numéro d'Objectif Monde, le premier magazine d'investigation francophone. Un magazine qui réunit les meilleurs reportages des rédactions de France Télévisions, de la RTBF, de la RTS, de Radio-Canada et de TV5 Monde, bien sûr. Avec moi sur le plateau d'Objectif Monde, les reporters qui ont mené ces investigations, mais aussi des experts et des politiques. Prochainement, le Canada doit légaliser le cannabis, une loi plutôt avant-gardiste mais qui n'est pas sans poser des questions. Jusqu'ici, seul l'Uruguay et 8 États américains avaient décidé de légaliser la marijuana. Au cours de cette émission, nous irons au Colorado, en Espagne, en Suisse, mais aussi en Belgique. Tout de suite, on commence cette émission au Québec où la légalisation du cannabis ne se fait pas sans angoisse. Une grande partie de la population redoute que cette loi n'aggrave les problèmes de santé et de sécurité publique. C'est notamment le cas au sein des communautés autochtones, qu'on appelle aussi les Premières Nations du Québec. Ces territoires où il existe déjà de gros problèmes de dépendance à l'alcool, mais aussi aux drogues. Un reportage à Obedjiwan, en Haute-Mauricie, de notre confrère Louis Blouin pour Radio-Canada. Puis là, on regarde l'illustration puis on écrit qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Francine Gagnon à Washish s'est installée à Obedjiwan pour enseigner il y a bientôt 40 ans. Elle y est toujours, par vocation et surtout par amour pour les jeunes de la communauté. Les enfants d'ici sont accueillants, ils sont créatifs, puis ils veulent apprendre. Là, on termine. Là, Dans sa classe, il y a des petites victoires. Mais la communauté connaît aussi son lot de difficultés. Nos enfants sont plus vulnérables. Puis la vie est parfois... il y a des défis. On relève beaucoup de défis. Puis autant la boisson que les drogues... Les problèmes de toxicomanie sont visibles même chez des écoliers de 8 ou 10 ans. Déjà, nos jeunes ils en consomment ici, là. Dans l'école primaire. Des fois, ils arrivent pas mal flyés, là. La directrice adjointe est inquiète. La légalisation du cannabis pourrait amplifier le problème, selon elle. Non, moi, je suis contre ça complètement. La marijuana est la drogue la plus répandue dans les communautés des Premières Nations du Québec. On y compte 2 fois plus d'utilisateurs que dans le reste de la population. Entre 12 et 14 ans, un adolescent sur 5 des Premières Nations consomme du cannabis.
une drogue qui peut amener à d'autres substances plus fortes, selon le directeur des services de santé de la communauté. Éventuellement, ce qui est le danger dans une communauté isolée, c'est que ça ne sera pas suffisant pour essayer d'oublier les situations qu'il vit au quotidien, que ce soit dans son milieu familial. Le gros risque est là. La gradation va s'installer, va chercher plus d'effets. Le méthamphétamine, le speed qui est abordable. Fait que là, ils vont tomber dans ça, puis la spirale peut être infernale. Je te le dis, tu peux trouver toutes les drogues. À l'école secondaire d'Obidjiwan, la discussion sur les enjeux de la légalisation est commencée. Il faut en parler parce que ça s'en vient. Ce policier communautaire vient d'ajouter le sujet à son atelier de prévention. Ça dit clairement que le pot, ça peut mener à des troubles d'apprentissage. Dans cette classe, certains jeunes sont conscients des dangers. Les gens parlent beaucoup que... Mais pour freiner les ravages de la drogue à Obidjiwan, il en faut plus, beaucoup plus. On est rendu là pour pouvoir changer les choses. Pour lutter contre ce fléau, le conseil de bande a adopté un règlement strict. Depuis le début de l'année, toute personne reconnue coupable de trafic de drogue est expulsée du territoire pour 5 ans. Mais ça ne suffit pas. Jusqu'où aller? Est-ce qu'on va devoir ajouter d'autres mesures pour pouvoir atténuer ce phénomène-là qui est très présent? À l'épicerie, il n'y a pas d'alcool sur les tablettes. La vente est interdite dans la communauté. Le chef aura le pouvoir de faire la même chose avec la marijuana. On n'autorisera pas à ce qu'un détaillant ou un individu ait un permis de vente dans la communauté. Ça, c'est clair. Déjà, je l'annonce. Si les communautés ont le pouvoir d'encadrer le cannabis sur leur territoire, leur contrôle a des limites. Comment faire respecter des interdictions quand le gouvernement du Québec prévoit autoriser, par exemple, l'achat en ligne? Le chef d'Obidjiwan se sent impuissant. C'est catastrophique pour nous autres. Un milieu comme la nôtre, isolé, il va y avoir davantage de consommation. Il va sûrement avoir davantage d'accès à des enfants. Déjà que nos maisons sont surpeuplées, c'est épouvantable. Ottawa a déjà annoncé 36 millions supplémentaires pour une campagne d'éducation pan-canadienne. Mais ici, tout le monde s'entend. Il faudra plus de ressources en sécurité publique et en prévention sur le terrain. Et le temps presse. C'est pas après qu'il va falloir réfléchir à éteindre un feu qu'on a allumé. Il faut essayer d'empêcher que le feu s'allume. À Obidjiwan, on a l'impression que la réalité autochtone est oubliée. Je pense qu'il y a des promesses qui sont un peu contradictoires face aux Premières Nations dans ce pays-là. Justin Trudeau dit vouloir protéger les jeunes, mais plusieurs doutent de sa parole. Ben non, je crois pas ça. Ce qu'il dit là, lui. Et parce qu'il ne voit pas notre communauté, lui, là, il est en ville. Il faudrait qu'il vienne faire un tour des fois dans les communautés éloignées comme ici, là. Il verrait, lui. Devant tant d'incertitudes, Viens. Francine Gagnon à Washish mise sur son expérience et les valeurs qu'elle veut transmettre. Voilà donc pour ce sujet signé Louis Blouin pour Radio-Canada. Serge Joyal, merci d'être avec nous. Alors vous êtes sénateur canadien, vous êtes du Parti libéral, qui est le parti en fait du Premier ministre actuellement au pouvoir au Canada, Justin Trudeau. Et vous travaillez justement en ce moment sur cette loi pour légaliser le cannabis. D'abord une petite précision avant de commencer la discussion. Dépénaliser, cela signifie que la consommation de cannabis ne peut plus être sanctionnée par une peine de prison. Légaliser, ça va bien au-delà. Ça signifie que le Canada autorise la vente, la consommation, le transport et la culture du cannabis. C'est ce qui va se passer justement bientôt au Canada. Une transformation radicale de la société canadienne et une expérience unique à travers le monde. Il n'y a pas d'autre pays de la taille du Canada qui ait fait l'expérience de la légalisation du cannabis. Nous sommes en fait pratiquement le premier pays au monde à réaliser cet objectif-là dans les conditions dans lesquelles vous venez de la décrire. Par conséquent, nous sommes un laboratoire vivant d'une transformation qui touche tous les éléments de la société, qui touche les jeunes, dès évidemment, comme on l'a vu tantôt dans le reportage, dès l'âge de l'adolescence, qui touche les parents, les éducateurs, les directions d'école, qui touche les communautés, les municipalités, les villes, qui touche les forces de police à tous les niveaux, qui touche les systèmes de santé,
parce que, évidemment, qui dit consommation du cannabis doit simultanément porter attention à la désintoxication et qui touche également l'ensemble des gouvernements au Canada, des différentes provinces, des territoires, des communautés autochtones et le Canada comme pays voisin des États-Unis. Alors cette loi, vous nous l'avez dit, elle est révolutionnaire, elle va créer une révolution au sein de la société canadienne. Comment vous comprenez les angoisses puisqu'une grande partie de la société canadienne est opposée à la légalisation du cannabis. D'après les sondages, il y a à peu près la moitié de la population qui n'est pas favorable. Ces angoisses des Canadiens, elles se comprennent? Elles sont réelles. Il n'y a pas un parent qui est indifférent devant un enfant ou un jeune qui irait à l'école ou qui quotidiennement pourrait avoir accès au cannabis et même avoir dans sa poche 5 grammes de cannabis sans être en infraction de quoi que ce soit. En plus, comme la loi, en principe, permet la culture à domicile jusqu'à 4 plants, ça signifie que la présence du cannabis va être constante, on sera constamment exposé au cannabis. Donc, c'est une réalité avec laquelle il va falloir composer et intégrer dans son quotidien, ce qui n'est pas simple. Alors justement, on va regarder les 4 grands points de cette loi donc, qui prévoit que l'on peut acheter du cannabis et en consommer à partir de 18 ans. C'est l'un des premiers aspects. On a le droit effectivement de cultiver 4 plants de chanvre, comme vous l'avez dit, par foyer. Ça signifie aussi que seuls les détaillants autorisés par les autorités provinciales auront le droit de vendre du cannabis et qu'il n'y aura pas de limite de THC. Le THC, c'est la substance psychotrope. Exactement. C'est le niveau de psychotrope. Faisons une correspondance. C'est comme la nicotine. Qui s'oppose au cannabidiol, qui est lui la substance relaxante du cannabis et qui est généralement moins nocive pour l'être humain. Celle-là, elle est moins nocive, mais elle n'est pas séparée de l'autre. Les deux se retrouvent en même temps dans la plante et il y a certaines variétés de plantes dont le taux de THC est beaucoup plus élevé. Ça peut aller à 70 80 et avec les recherches en laboratoire, on pourrait arriver à 80-90 Justement, Serge Voyel, cette loi, même en Uruguay, il y a plus de règles qui ont été dictées lorsqu'ils ont légalisé le cannabis. Elle n'est pas un peu trop permissive? C'est pas pour ça qu'elle est difficile aussi à appliquer et que d'ailleurs le vote est repoussé encore au Sénat au 7 juin prochain? Oui, nous sommes au Sénat présentement. Je suis le président du comité qui étudie ces 2 législations au Sénat. Et nous entendons les témoins, nous entendons les représentants des forces de l'ordre parce que l'un des 2 objectifs du gouvernement, qui est celui de lutter contre le crime organisé, parce que nous ne l'avons pas mentionné depuis le début, mais actuellement, le crime organisé a le monopole de la vente. Et l'objectif du gouvernement est en somme de diminuer, et sinon d'exclure totalement, le crime organisé des profits du cannabis et du commerce illégal du cannabis. Alors nous entendons présentement les forces de l'ordre, comme nous entendons également les représentants des municipalités, les représentants des groupes qui auront à porter cette responsabilité de légalisation dans tous ses aspects. Alors, cette promesse, c'était une promesse de campagne de Justin Trudeau. Absolument. Les Canadiens ont voté électorale pour laquelle les Canadiens ont voté. Absolument. Quelle est la marge de manœuvre des sénateurs? Nous sommes évidemment, nous devons prendre acte que les Canadiens ont donné le mandat au gouvernement de Justin Trudeau de procéder à la légalisation, mais d'autre part, nous ne sommes pas irresponsables. Beaucoup des forces policières, des corps policiers qui sont venus devant nous et beaucoup des maires qui se sont exprimés ont demandé un délai additionnel pour la mise en application de ce changement. Et nous sommes très sensibles à ne pas bousculer ce changement sur les personnes et de créer un chaos. Donc, la question du temps, du programme d'implantation est un élément auquel nous réfléchissons. Vous pourriez, par exemple, obliger le gouvernement Trudeau à changer ou à mettre des règles plus strictes? Oui, par exemple, nous pouvons recommander que sur la question du contrôle des permis, l'émission des permis,
pour éviter que le crime organisé, les permis de production, n'est-ce pas, les permis de culture et de production qui sont octroyés à des entreprises dans le secteur privé. Nous pouvons ajouter des critères plus contraignants pour éviter que le crime organisé ne s'infiltre dans le réseau de production comme ils se sont infiltrés actuellement dans le réseau de production de cannabis thérapeutique qui existe actuellement au Canada. On peut acheter du cannabis thérapeutique sous forme d'une ordonnance médicale. Ça existe au Canada comme ça existe d'ailleurs dans différents États américains. Mais là, on passe à une étape différente et les policiers nous ont dit très clairement que le crime organisé, malgré les contrôles qui avaient été imposés pour exclure le crime organisé de la culture du cannabis thérapeutique, ils sont malgré tout infiltrés. Alors donc, nous voudrons certainement nous assurer que les critères soient plus solides et plus étanches. C'est un des objectifs certainement que nous voudrons considérer. D'autres objectifs, et au niveau du THC, comme on l'a mentionné tantôt, un jeune, un adolescent qui aurait accès à un cannabis à un taux de THC de 70%, se causerait un dommage irréparable à ses facultés mentales, au cerveau. La science l'a démontré. Donc, au niveau du pourcentage du THC, nous voudrons certainement aussi porter une attention particulière. Serge, je vous propose de regarder une petite carte du monde, justement. On va voir, en fait, quels sont les pays qui ont légalisé. On va voir en vert les pays ou les États qui ont légalisé le cannabis. Finalement, on voit qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y a beaucoup d'autres pays dans le monde où c'est toléré, on va dire, où on ne poursuit pas véritablement les gens qui consomment ou qui cultivent. Finalement, on voit qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y a beaucoup d'autres pays dans le monde où c'est toléré, on va dire, où on ne poursuit pas véritablement les gens qui consomment ou qui cultivent. Réaliste, la police, évidemment, lorsqu'elle impose une contravention à un jeune, il se retrouve devant un tribunal pénal et il a un casier judiciaire. Et aujourd'hui, avoir un casier judiciaire, c'est une sorte de prohibition de voyager, et en particulier d'entrer aux États-Unis. Et il faut savoir qu'il y a 4000 km de frontières, comme entre le Canada Exactement. Et 80% de la population canadienne vit à moins de 100 km de la frontière. C'est vous dire que c'est notre voisin de cour, de jardin, à toute fin pratique. Et comme vous le savez, dans le contexte mondialisé dans lequel nous nous retrouvons, le niveau de déplacement est énorme et l'économie est intégrée parfaitement. Donc, le fait d'avoir un casier judiciaire, c'est un empêchement majeur pour un jeune qui aura fait une erreur à un moment donné de sa jeunesse. Alors, il faut essayer de compenser la loi actuelle pour la rendre plus réaliste. Alors, on va continuer à en parler avec vous, puisque vous restez avec nous. On va désormais partir pour la Belgique. La Belgique, où la question de la légalisation se pose aussi. La RTBF, la radio-télévision publique belge, a d'ailleurs décidé d'y consacrer une émission entière, l'émission Question à la Une. C'est le journaliste belge Olivier Badard qui a mené l'enquête sur les avantages et les inconvénients de la légalisation. Il sera avec nous un petit peu plus tard en plateau, mais avant, je vous propose tout de suite de regarder son reportage. Ce matin, la police de Mons a reçu du renfort dans la lutte contre les bandes urbaines. Oscar Papa Poursonneret essaie d'arriver au niveau de la rue Chizer. Ce jour-là, aucune bagarre entre jeunes, mais comme toujours, les fouilles de routine seront fructueuses. Tournez contre le mur sans le toucher, écartez vos bras, vos jambes et tournez vos paumes de main vers moi. Voilà, tout le monde sort les mains des poches, les sacs devant vous. Aujourd'hui, le cannabis est partout. Parmi les 15-16 ans, un jeune sur 5 en consomme régulièrement. On va vous demander de prendre toutes vos affaires et on va aller rejoindre le groupe là-bas. L'estimation du nombre total de consommateurs est d'1 demi-million. Ces trois filles étaient en train de consommer un joint et l'une d'elles est arrivée à tenter de dissimuler une boulette apparemment de la marijuana. Voilà. Des consommateurs en constante progression malgré une législation contraignante. Consommer dans des lieux publics est interdit et des circonstances aggravantes sont retenues pour des lieux particuliers comme par exemple les alentours d'écoles. À Mons, l'opération touche à sa fin. Le bilan cache difficilement une routine bien usante pour les policiers. Ça dépend des jours, ça dépend si on a l'occasion de tomber dessus, mais oui, en général, le cannabis, c'est assez fréquent qu'on en retrouve. Pour
Pour le chef de corps, le cannabis gagne sans cesse du terrain malgré des années de prohibition et de lutte policière. Il est peut-être temps d'envisager une autre approche. Le fait de légaliser nous permettrait de diminuer vraisemblablement la charge de travail. Au niveau du constat, de la rédaction des PV, de la saisie, bien ça relève de l'équipe d'intervention qui, pendant qu'elle fait cela, qu'elle revient au bureau, n'est plus sur le terrain par rapport à d'autres phénomènes dont on devrait aussi s'occuper. Ce discours est loin d'être partagé par toutes les zones de police. Pour la police de Mons, rien d'étonnant. Ici, on adhère au discours d'Elio Di Rupo, le premier à proposer depuis des années une décriminalisation du cannabis. Quand je vois tous ces jeunes devoir aller fréquenter directement ou indirectement des milieux criminels et qu'on les jette finalement dans les bras des milieux criminels parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a cette consommation qui reste massive. Et les adultes se cachent le visage. Politiquement, ces propos sont partagés par Écolo, le PTB et les jeunes du MR et du PS. Le MR, le CDH, et dans une attitude beaucoup plus ferme, la NVA, incarne le refus de légaliser. Pour la NVA, c'est le coût sociétal d'une décriminalisation qui posera problème. L'histoire nous apprend, avec l'alcool et le tabac, malheureusement deux drogues légales, que c'est avec ces drogues-là que nous rencontrons les plus gros problèmes. Aujourd'hui, la problématique de la dépendance coûte à la Belgique 4 milliards d'euros par an. 3,5 milliards concernent les drogues légales, alcool et tabac. Nous sommes persuadés que prendre la même direction avec le cannabis serait une idée extrêmement mauvaise. Alors, faut-il sortir le cannabis des milieux criminels au risque de reproduire les dérives des modèles alcool et tabac? À l'heure où les plantations clandestines se multiplient, où les saisies n'ont jamais été aussi records et où les consommateurs sont chaque jour plus nombreux, Question à la Une a voulu faire le point. D'où cette question qui revient régulièrement. Faut-il légaliser le cannabis? De toute façon, pour ou contre la dépénalisation, la situation est aujourd'hui celle d'un cannabis omniprésent, très facile à obtenir. Il suffit de se renseigner sur les quartiers vendeurs et nous l'avons testé en caméra cachée, attendre les propositions. Pour nous, ce fut à chaque fois immédiat et les achats n'auront jamais duré plus de 20 secondes. Bon, 20 €, il y a moyen? Oui, dans le vite, il y a la police. Hein. Ouais, t'inquiète. C'est bon. T'inquiète. Fais vite, s'il te plaît. Attends. Tiens. C'est bon, mec, ça va. Ça va. Merci. C'est au départ de ce double constat, le cannabis est partout et la prohibition est un échec, que tous les spécialistes de terrain réclament du changement depuis des années. Parmi ceux-ci, le criminologue universitaire gantois Tom de Korte. Pour lui, il est grand temps de dépénaliser et de trouver le modèle qui convient au plat pays. La préférence du chercheur va incontestablement au Cannabis Social Club. Ces structures, surveillées par les autorités, légalisent une communauté de consommateurs dans laquelle le contrôle social est très fort. Parce que ce sont des associations fermées et privées dans lesquelles vous devez être membre et qui ne vendent pas leur production de cannabis, mais qui la distribuent entre membres. C'est calqué sur le modèle d'une coopérative. Tom de Korte implore le gouvernement d'étudier le modèle de ces clubs légalisés. Vous savez, c'est un peu comme le raisonnement par rapport au port du casque ou la ceinture de sécurité. Dire je suis libre, je fais ce que je veux, oui, mais on impose le port de la ceinture ou le port du casque parce que potentiellement, si vous ne le faites pas, vous risquez de générer un coût pour la société que vous n'allez pas être capable de prendre en charge. Reste que les professionnels de terrain n'en démordent pas, le club social ferait beaucoup mieux que l'actuelle prohibition. Et les preuves existent, paraît-il, en Espagne. Nous voici chez With You. Ici, la légalité du lieu commence par la discrétion de façade. Aucune publicité ou incitation n'est tolérée. Pour entrer, il faut d'abord sonner et puis présenter sa carte de membre. Le nombre de membres est ici limité et communiqué aux autorités. En plus, on a des contrôles administratifs. Cela concerne les règlements sur le lieu, le fonctionnement du local, les extracteurs de fumée, les mètres carrés, la sécurité des personnes, tout ce qui concerne la technique logistique. Ouais, c'est la technique en fait. Le club s'occupe des 5 plants de chaque membre autorisés par la loi. Une fois enregistrés, ces membres peuvent aller retirer contre prix imposé le fruit des récoltes de leur plan. Tout retrait est enregistré et communiqué aux autorités.
En autorisant la consommation sur place, ces autorités ont très vite compris l'avantage du modèle. Ce qui est important, c'est aussi qu'on ne trouve plus de dealers sur les places. Il n'y a plus de vendeurs dans les rues. Ils commencent réellement à disparaître de la ville. Barcelone a beaucoup changé. Et avec la disparition du marché noir, la qualité du cannabis consommé s'est vue nettement améliorée. Autre avantage du modèle, le brassage et le contrôle social pour prévenir les consommations problématiques. Retour en Belgique, où contrairement à l'Espagne, tout le monde se cache. Ce qui nous préoccupe évidemment beaucoup, ce n'est certainement pas la détention pour usage personnel de 2 ou 3 grammes de cannabis, mais par contre le développement assez extraordinaire des plantations de cannabis à grande échelle, voire à échelle industrielle. Ça, oui, effectivement, c'est un gros problème. Un gros problème justement généré par la prohibition. Et pour nous le faire comprendre, les pro-légalisations nous ont inspiré cette animation. Au début, la répression crée la pénurie et donc la montée des prix. Une demande forte, des prix élevés, c'est une rentabilité assurée pour de plus en plus de producteurs. Le cannabis est partout. De plus en plus riches, les producteurs sont de plus en plus ingénieux et agressifs pour protéger leurs activités. La lutte demande de plus en plus de moyens aux autorités. Leur budget restreint les oblige alors à cibler les actions sur les plus petits producteurs, plus vulnérables. Le marché est laissé aux gros producteurs qui font la loi, d'où des qualités de cannabis déplorables ou dangereuses, pesticides, métaux lourds et taux de THC explosifs, jusqu'à 30%. En plus, la prohibition coûte cher, des centaines de millions par an mal dépensés à en croire les experts. Il faut donc libéraliser. Jour de fête et de folie à Denver, dans l'État du Colorado. C'est le 4-20, le 20 avril, jour anniversaire, où l'on fête la marijuana en face du Capitole. Et si à Denver, c'est toujours un peu plus dingue qu'ailleurs, c'est parce que c'est ici que tout a commencé. Depuis 2014, et pour la première fois au monde, l'État Colorado a transformé la drogue cannabis en un lucratif produit commercial. Et le comté de Denver aime à rappeler que c'est par un référendum que tout a commencé. Ici, à Denver, dans notre ville, la légalisation a obtenu 66% des votes. Nous avons compris que les citoyens nous avaient réellement donné mandat pour légaliser le cannabis et pour mettre en place une nouvelle structure efficace. Une nouvelle structure efficace qui a tout d'abord exclu les moins de 21 ans et qui a ensuite donné le pouvoir aux autorités. Le deal était clair, respect absolu des règles ou exclusion définitive du cannabis business. Puis, le gouvernement a commencé à délivrer des licences commerciales. Nous avons à présent plus de 1000 entreprises autorisées pour le cannabis, opérant en 450 lieux différents. Ces entreprises, c'est régime Big Brother, avec des caméras qui surveillent absolument tout et des contrôles très sévères et réguliers. On doit obtenir un badge de l'État. Chaque plan doit être étiqueté, comme vous le voyez ici. 10 000 $ d'amende s'ils ne sont pas marqués. Chaque lot est testé en laboratoire pour les taux de THC, pour les nutriments, pour voir s'il y a des champignons ou des pesticides. Si la section cannabis de la police visite un magasin et si les tests ne sont pas bons, vous devez détruire toute votre production et vous recevez une amende. Et ce n'est pas tout, les entreprises subissent également une taxation sans précédent. 3,5% du produit de leur vente atterrissent dans les caisses de l'État et des pouvoirs locaux. Au final, tout le monde semble s'y retrouver. La marijuana nous a rapporté cette année $1 milliard. Une partie a été investie dans des dépenses comme l'éducation, la prévention de la jeunesse, mais aussi dans des campagnes pour adultes sur la législation. Mais cela a servi aussi à payer les fonctionnaires, les avocats et aussi les policiers impliqués dans le respect de la loi. À Denver, on peut dire que le nombre d'employés dans le secteur s'élève désormais à 2% du nombre total de travailleurs. Vous savez, c'est une industrie ici. Une industrie qui a créé en 2 ans 26 000 emplois directs, 100 000 emplois indirects. Visite du Triangle d'Or à Denver, un espace entreprise véritablement envahi par les startups. My 420 Tours attire de plus en plus de touristes avides de liberté. Donnez-moi votre carte d'identité, s'il vous plaît. Pas seulement ça, j'ai besoin de votre carte pour vérifier si vous êtes dans l'âge légal.
La société a forgé son succès sur ses ateliers cannabis et sur ses fameux cannabus. Des bus limousines toujours bondés dans lesquels il est autorisé de consommer sous toutes ses formes. Pour 89 $, les touristes visitent une plantation et s'arrêtent à un dispensaire, véritable supermarché du cannabis, où l'on trouve jusqu'à 60 variétés de produits contrôlés. Retour au Triangle d'Or pour assister à l'étonnant atelier roulage de joint. Imaginez que vous roulez une boulette entre vos doigts, comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire, et le papier va simplement suivre. Reste à rencontrer les gardiens de la paix. Le cannabis a-t-il changé leur vie? Pas vraiment, si ce n'est que 15 emplois nouveaux ont été créés pour contrôler le système. Pas plus d'accidents de voiture, comme certains l'avaient prédit, et pas plus de troubles de l'ordre public non plus, même avec des cohortes de touristes à gérer. Quant au marché noir, le commandant de la police parle de quasi-disparition dans l'État du Colorado, mais des problèmes existent à l'exportation. Ce que l'on observe avec le cannabis, c'est que vous pouvez acheter un demi-kilo de marijuana ici au Colorado et à Denver pour 1 200 $. La même quantité de cannabis sur la côte Est vaut 3 200 $. Donc, vous pouvez acheter de la marijuana tout à fait légalement ou illégalement, puis vous pouvez traverser les États-Unis et doubler, voire tripler votre argent de départ. Pour approcher la vérité, retour en Belgique chez FEDITO, la Fédération bruxelloise des institutions francophones pour toxicomanes. Premier renseignement, dépénaliser ne provoque pas d'afflux massif de consommateurs. Les Pays-Bas et les États-Unis en sont la meilleure preuve. Par contre, le cannabis provoque chez certains addiction ou psychose. Reste à voir dans quelle proportion. Il y a beaucoup de consommateurs de cannabis qui n'ont pas une consommation problématique. Il y a effectivement des consommations problématiques, mais c'est qu'une minorité. C'est de l'ordre de 3% des usagers quotidiens. Autre question abordée avec le psychiatre de FEDITO. La consommation de cannabis favorise-t-elle le passage aux drogues dures? Le plus dangereux pour le passage d'une drogue à l'autre, ce n'est pas la consommation, mais la proximité des marchés. Donc lorsque vous achetez du cannabis, vous allez immanquablement trouver, soit dans l'autre main de celui qui vous présente le petit paquet de cannabis, de la cocaïne, ou bien dans la rue d'à côté, un vendeur de cocaïne. Et ça, c'est ce qui est beaucoup plus déterminant dans le passage d'une drogue à l'autre. Enfin, reste la question des moins de 18 ans, exclus de toute forme de dépénalisation. Que faire avec eux alors que l'on sait très bien que leur consommation est en croissance? Les psychotropes ne sont pas conseillés pour les cerveaux en pleine maturation. Donc pendant toute cette période, l'action des psychotropes peut avoir, je dis bien peut avoir, des effets délétères. Donc c'est pour ça que, de manière générale, on conseille, comme on conseille aux ados de ne pas boire ou de ne pas boire de grandes quantités. Donc ça, il faut le savoir. Ce qu'on pense, c'est qu'il faut en prendre en compte la réalité des comportements, la réalité des consommations. Ce à quoi on pourrait penser, c'est par exemple qu'un certain cannabis peu potentialisé, donc avec un produit psychoactif assez faible, soit disponible à partir de 16 ans. Et puis un autre produit le soit à partir de 18 ans. On peut jouer là-dessus. Et donc là, c'est en tout cas un débat qu'il faut avoir avec les autorités publiques et surtout les autorités de santé. Un débat qu'il faudra en effet bien tenir un jour chez nous, entre tous les acteurs concernés. Retour sur le plateau d'Objectif Monde avec le sénateur canadien Serge Joyal, mais aussi Olivier Badar qui nous a rejoint. Merci d'être sur le plateau d'Objectif Monde. Alors Olivier Badar, cette enquête, quand on préparait, vous m'avez dit, aussi étonnant que ça puisse paraître, finalement, ça a été assez simple à réaliser. Assez simple, effectivement, puisqu'on était face à des acteurs de terrain, des consommateurs qui avaient véritablement besoin de s'exprimer, de pouvoir poser leurs arguments. Donc c'est vrai, quand notre camarade est arrivé, tout s'est libéré très rapidement. Il faut, comme
toute enquête journalistique, toujours trouver la bonne porte d'entrée. La nôtre a été en fait un leader qui a créé un Cannabis Social Club, on l'a vu dans le petit reportage. Et donc à partir du moment où il a compris ce qu'on voulait faire, qu'on lui a... Toutes les portes se sont ouvertes. Voilà, toutes les portes se sont ouvertes, on lui a accordé finalement le droit de parole, de s'exprimer, où il avait des choses à dire. Et voilà. Alors justement, quand on préparait cette émission, on m'avait dit ce qui m'a le plus marqué, ce qui m'a le plus aidé, ce sont effectivement les contacts dans ce Cannabis Social Club en Belgique. Pour vous, c'est quand même un des modèles qui peut fonctionner le mieux en Europe? Je trouve qu'effectivement, on est dans un bon équilibre, puisque ça peut poser des problèmes à la société de le voir. Et là, je trouve ce qui était très intéressant dans ce modèle-là, c'est qu'il y a finalement deux contrôles. Il y a d'abord le contrôle étatique, qui est là pour organiser les choses, contrôler, voir ce qui se passe à l'intérieur, puisqu'il faut effectivement être membre. On ne fait pas n'importe quoi là-bas, pas en n'importe quelle quantité. Ça, c'est le premier contrôle. Le deuxième contrôle, c'est un contrôle en interne avec les initiés. Et ça, je trouve ça très, très intéressant parce qu'effectivement, ces gens sont habilités à dénoncer des comportements qui sont un peu déviants. Celui qui va un peu exagérer, il va là-bas, en tout cas, être repéré beaucoup plus vite qu'aujourd'hui par rapport à quelqu'un qui va consommer derrière l'église. Ce qui ressort de votre enquête, c'est que finalement, au départ, vous n'aviez pas d'avis. Légalisation, pas légalisation. Et à l'arrivée, vous êtes absolument certain, la légalisation, c'est la meilleure solution. Oui, c'est ça. 3 mois d'enquête. Moi, je ne suis pas du tout consommateur, vraiment pas. Personne autour de cette table. Et donc, il n'y a aucun policier qui vous écoute. De toute façon. Et donc, c'est vrai que moi, je partais vraiment avec une très grande neutralité. Et au fur et à mesure des modèles, de coercition. Et puis, il faut aussi dire, on a vu beaucoup d'acteurs. Hein. On l'a vu aussi dans le reportage. Les policiers sont venus à nous, carrément, pour nous dire, écoutez, oui, il faut le faire. Parce que, voilà, nous, aujourd'hui, on ne fait plus notre travail. On perd vraiment notre temps. Et on avait pu assister donc, notamment à une enquête de police où des renforts venaient vraiment de tout le pays. Vraiment tout le pays, c'était 50 de policiers sur le terrain pour vraiment rien au final. Et là, on a vraiment compris cela. Alors, votre enquête, justement, elle se termine au Colorado, où le cannabis est légalisé. Je vais vous laisser jeter un coup d'œil sur la tablette Objectif Monde. Et je vais vous laisser faire un petit commentaire sur cette carte et ce marché. Tout à fait. Au niveau donc, de la carte, première chose que l'on peut observer, c'est qu'effectivement, la marijuana médicale gagne du terrain. Socialement, elle est plus facile à intégrer dans les sociétés. Aujourd'hui, c'est difficile de tenir. Même en Belgique, où on est dans un modèle prohibitif, la tolérance est admise. Il n'y a aucun problème là-dessus. On nous dit clairement on ne va pas aller poursuivre des consommateurs au niveau médical. On voit également un phénomène de contagion qui s'explique très très bien. Donc on voit la côte ouest qui effectivement... C'est souvent de là que viennent les avancées aux États-Unis, effectivement. En fait, on a compris au Colorado, et c'est bien que vous ayez mis le petit extrait avec le policier, il nous expliquait qu'en fait, il y avait finalement très très peu de problèmes. Il restera toujours les 10-15% de personnes qui vont essayer de contourner le règlement. Ça, c'est sociétal, c'est dans plein de domaines. Ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend bien qu'une fois qu'on a légalisé, le problème vient de l'extérieur, vient des autres États ou des autres pays qui n'ont pas légalisé. Un pays voisin de la Belgique, le Pays-Bas, connaît ça très très bien depuis des années, où ils ont eu des problèmes énormes. Et en fait, c'est presque eux qui demandent que le voisin légalise pour finalement arrêter tous ces flux. Alors l'autre carte indique, infographie montre que c'est un marché extrêmement prometteur. Est-ce que vous m'avez dit quand on a préparé l'émission, ce qui vous a frappé, c'est le professionnalisme et la jeunesse de ceux qui investissent dans l'industrie du cannabis au Colorado? D'abord, ces chiffres-là, ça permet une fois, enfin, je dirais, de pouvoir se rendre compte de ce que les mafias auparavant touchaient, palpaient. C'est un marché évidemment énorme. Alors il faudrait voir à ce moment-là si la légalisation accroît le gâteau ou si c'est simplement une image du gâteau. Justement, Serge Joyal, vous qui êtes sénateur, le tableau au Colorado, finalement, il n'est pas aussi idyllique, l'herbe n'est pas aussi verte qu'on pourrait l'imaginer au Colorado, non? Non, pas vraiment, parce que comme le dit M. Ballard, les États voisins du Colorado sont des États prohibitifs. Alors il y a une tendance à servir de base au Colorado pour, évidemment, la distribution à l'extérieur. Dans le cas du Canada, ça ne se posera pas comme tel puisque le cannabis est légalisé à l'échelle du pays. Donc, il n'y aura pas, par exemple, un État
côtier de l'Ouest qui est prohibitif et un autre qui a libéralisé. Alors il y aura quand même une normalisation du marché qui va permettre probablement l'application de normes plus rationnelles. Merci Serge Joyal d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous, Olivier Badard, d'être venu sur le plateau d'Objectif Monde. Aux États-Unis, le cannabis a la cote dans certains États, il est même coté en bourse. Le cannabis, une valeur comme une autre, une valeur d'avenir, même si l'on en croit Douglas Anderson, un homme d'affaires de Wall Street, qui se lance dans le business de l'herbe en toute légalité. Avant de retrouver Thomas Auro, qui est rédacteur en chef à Complément d'enquête, je regarde tout de suite ce reportage de Baptiste Desmontiers, tourné pour Complément d'enquête. C'est l'histoire d'un trader qui rêvait de devenir dealer. L'histoire de Douglas Anderson, millionnaire de Wall Street, et bientôt, espère-t-il, le plus gros revendeur de marijuana des États-Unis. J'ai un rendez-vous au 30 Broad Street et ensuite il faut que je sois à 2h30 à Columbus Circle. Avec son ami et associé, Alan Valdez. Tu vas bien? L'un des traders les plus influents de New York, il s'est fixé pour objectif de faire rentrer son herbe à la bourse. Douglas Anderson, très fier de nous montrer qu'il est ici comme chez lui. En 2013, quand les États-Unis ont commencé à légaliser la marijuana, ce pionnier a alors investi sans complexe. Tu m'as manqué, mec. Douglas est devenu le bon copain qui a flairé le bon filon. C'est un business légal et ça ne va pas changer. C'est l'avenir. Comment vos amis traders réagissent? Ils disent à leur famille qu'ils investissent dans la marijuana? Parfois oui, parfois non. Il y a encore un peu de stigmatisation. Mais les plus intelligents comprennent. Et quand ils auront leur chèque de dividende, ils vont le dire à tout le monde, tu verras. Lui, c'est un génie. Merci, merci. Douglas aurait déjà levé 10 millions de dollars. Il compte bâtir un empire dont il a posé la première pierre à Seattle. Il est sûr de lui et bien décidé à mettre la main sur ce nouveau marché, estimé à 25 milliards de dollars. L'ancien trader, reconverti dans l'agriculture, a gardé quelques habitudes de son ancienne vie. Il pilote lui-même l'hélicoptère qui nous emmène chez l'un de ses producteurs. Hey. Salut, ça va? Jason. Ce qu'il est venu voir est un peu plus loin. Ça, c'est ma Bastard Kush. Superbe. En matière de cannabis, Douglas n'est pas un expert, mais il sait s'entourer. Jason Bobott est réputé pour faire pousser l'une des meilleures variétés de la côte ouest. C'est ma variété. Elle est unique au monde et on ne va la vendre que chez lui. Jason et Douglas, deux mondes que tout oppose et qui se sont trouvés un soir autour d'un pétard. Il était chez moi à une fête et il m'a dit « Douglas, faut que tu essayes ça. » Je lui ai dit « Écoute, j'ai 30 personnes à la maison, je peux pas me retrouver comme un débile devant tout le monde. » Et il m'a dit « Fais-moi confiance. Avec ça, tu seras juste bien. » Et il avait raison. Son herbe est d'une qualité exceptionnelle. C'est la meilleure, du premier cru. Le trader n'avait plus fumé de drogue depuis l'université. Après quelques bouffées, ce soir-là, il décide de signer un contrat d'exclusivité à Jason. Être associé avec une marque qui va se développer dans tout le pays, une marque haut de gamme, qui ne voudrait pas ça? Moi, je vois ça comme un solide partenariat pour de nombreuses années à venir. L'herbe de Jason, Douglas la vendra dans ses boutiques, dont la première ouvrira bientôt à Seattle. Là, vous voyez l'enseigne de ma future boutique. Mais dans la ville,
Certains ne l'ont pas attendu. Une trentaine de magasins a déjà ouvert. En seulement 2 ans, l'État de Washington est devenu le plus gros marché pour le cannabis récréatif. Ça dépend de ce que tu veux. J'ai de l'hybride ici. Ma préférée en ce moment, c'est la Chatsukash. Elle a vraiment un super goût. 2 milliards de dollars de ventes depuis la légalisation. Et là, j'en ai une à 29% de THC. Loin devant le Colorado, l'Alaska ou l'Oregon, les autres États à avoir légalisé l'herbe. Avant que ça soit légal, comment vous faisiez pour acheter votre herbe? Avant, c'était dans la rue, mec. Et les rues aux États-Unis, tu sais, c'est quand même plus sympa ici. Tu peux avoir ce que tu veux, légalement. Tu viens et tu pars. Et le plus heureux ici, c'est encore le patron. Bienvenue à Cannabis City. James a été le tout premier dealer légal de Seattle. On a même des nouveautés, de gros joints pour les touristes français, 10 grammes. La loi l'autorise à vendre tout ce qui peut contenir du cannabis, même des bonbons ou des gâteaux. Pour les consommateurs, le législateur a vu les choses en grand, à l'américaine. À chaque visite, les acheteurs peuvent repartir avec 28 grammes d'herbe. Donc moi je peux acheter tout ça? Oui. Ça fait beaucoup. Prix du gramme, 15 à 20 dollars en moyenne. Dans la petite entreprise de James, les billets rentrent. Mais à Seattle, de gros poissons rôdent et commencent à lorgner sur son business. C'est inévitable. De grosses entreprises veulent entrer sur ce marché et vont le faire dès qu'elles le pourront. Douglas, le millionnaire de Wall Street, arrive sur le marché. Il a de grosses ambitions. Une belle villa dans le quartier chic de Bellevue. Et en affaires comme dans la vie, pas l'habitude de reculer. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ça? Ça me donne de l'inspiration pour construire ma marque. Dans mon secteur aussi, les gens ont des attentes. Ils ont le droit à la même qualité, ils ont le droit aux mêmes standards. Et voici comment il présente son business model aux investisseurs. Donc ça, c'est votre marque. Oui, Diego Pellicer. Un savant marketing. Pour sa future chaîne de magasins, il a choisi le nom d'un gros producteur de chanvre au 19e siècle. Il vendra bien sûr de l'herbe, mais aussi tout ce qui va autour. Douglas a même déjà breveté le joint du futur pour ses riches clients. C'est stylé, sécurisé et sophistiqué. Une fois fumé, il se transforme en titre golf. Il a même l'intention de décliner sa marque sur des vêtements. Vous savez, Harley-Davidson gagne plus d'argent en vendant des t-shirts et des casquettes qu'en vendant des motos. Donc nous aussi, on va aller sur ce terrain pour consolider notre marque et tirer aussi des revenus de la vente de textiles. Dans ces boutiques, la marijuana sera jusqu'à 30% plus chère qu'ailleurs. Douglas veut faire fumer les riches. Aujourd'hui, 4 États américains ont autorisé le cannabis récréatif. Douglas Anderson est persuadé qu'il y en aura d'autres. 60% de la population est pour la légalisation. Pourtant, Douglas a parfois du mal à trouver des investisseurs. À Wall Street, le cannabis n'a pas bonne presse. Mais l'argent n'a pas d'odeur. Et l'analyste financier Michael Markowski est persuadé que l'herbe sera l'une des prochaines opportunités sur les marchés. Ce n'est pas encore légal au niveau national. Par exemple, Goldman Sachs ou Barclays, il va s'en passer du temps avant qu'ils ne se positionnent sur ce marché. Mais c'est maintenant qu'il faut y aller, parce que quand eux en parleront, vous aurez déjà fait 50 ou 100 fois votre mise. Et avec nous en plateau, le docteur Eric Ispar, qui est médecin, bien sûr, et addictologue. Avec nous également Thomas Auroux, rédacteur en chef à Complément d'enquête. Merci de nous avoir rejoints. Ce complément d'enquête, Thomas, vous l'aviez intitulé « Drogue, la guerre perdue ». C'était en 2016. Aujourd'hui, le constat est toujours le même, la guerre est perdue? Le constat est toujours le même. On aurait même pu l'appeler la guerre sans fin, parce que ça ne fait que recommencer. Dans cette même émission, on avait aussi un portrait d'un des narcotrafiquants les plus puissants du monde qui s'appelle El
Chapo, qui est mexicain, qui avait été arrêté peu de temps auparavant la diffusion de l'émission. Aujourd'hui, on sait qu'il va être jugé dans quelques mois aux États-Unis. Eh bien, malgré l'arrestation de El Chapo, malgré des efforts importants et une prise symbolique extrêmement forte, la guerre continue au Mexique entre les cartels qui s'entretuent régulièrement et on pourrait transposer ça, toute proportion gardée en France. En France aussi, on arrive de temps en temps à démanteler des réseaux, à démanteler des têtes de réseau. Les douanes font des saisies dont on parle souvent dans les journaux télévisés. Malgré tout, on ne saisit que 10%, je crois, de la drogue qui circule en France et on n'arrive jamais. Les dealers ont toujours un coup d'avance sur nous. La France est l'une des plus grandes consommatrices de cannabis en Europe. Pourtant, au niveau de la légalisation, on est encore très loin. On a même l'impression qu'il n'y a pas de débat, en fait. Il y a un débat, c'est un peu un serpent de mer qui revient régulièrement. On est effectivement, je crois, l'un des pays d'Europe, je parle sous votre contrôle, qui est le plus gros consommateur. Je crois que c'est 17 millions de personnes qui affirment avoir goûté au cannabis, c'est quand même énorme, ou à d'autres drogues. Et il y a un serpent de mer, un débat qui revient souvent à l'occasion notamment des campagnes présidentielles. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en parle plus beaucoup, et je pense qu'il y a deux raisons. Il y a d'abord une raison très politique, c'est qu'avant, il y avait surtout deux partis qui portaient ce débat, c'était les Verts et une certaine aile du Parti socialiste, on pourrait dire. Ni l'un ni l'autre, on peut dire aujourd'hui qu'ils soient très en forme, donc ils ne sont pas très audibles. Et puis l'autre raison, c'est qu'Emmanuel Macron avait été interrogé. L'actuel président français avait été interrogé sur cette question quand il était candidat, et il a changé d'avis. Il a d'abord dit qu'il fallait écouter les professionnels qui s'opposaient à une pénalisation excessive. Et aujourd'hui, on voit qu'en France, le débat n'a plus lieu parce qu'on est plutôt sur une politique toujours un peu assez répressive. Oui, il y a juste un léger mouvement, une légère inflexion, puisque désormais on va vers uniquement une punition pour les consommateurs d'une simple amende. Hein. C'est ce qui vient. Une contravention. Alors ça, c'est un moyen de désengorger les tribunaux et les commissariats de police. C'est assez malin d'ailleurs. C'est de dire maintenant on va donner une contravention au consommateur. On va pénaliser le consommateur. Et finalement pas le dealer. Finalement, on va s'attaquer surtout au consommateur. On va s'y attaquer d'une autre manière. Docteur Ispar, comment vous expliquez qu'en France, le débat ne prenne pas plus que ça, alors que la France est le pays qui consomme le plus je crois que de cannabis? Ça fait de nombreuses années que je m'occupe des dépendances, des mésusages, de l'alcool, en passant par des produits comme le tabac et des produits illégaux. Ce qui est un vrai problème, je pense, c'est qu'il faut prendre vraiment de poser ces questions de la réalité de l'usage de produits psychoactifs. Cet usage de produits psychoactifs qui touche d'abord la jeunesse, ça ne vient pas de rien. Je pense qu'il y aura à traiter globalement comment on s'occupe actuellement des adolescents. C'est un vrai désastre au niveau de... Si vous êtes du côté de la psychiatrie, vous dites la pédopsychiatrie, il n'y a pas de moyens, il y a des départements complets où il n'y a même pas de pédopsychiatre. Donc moi je pense que d'abord, la prise de produits psychoactifs, c'est une réponse à une difficulté. C'est d'abord donc un moyen d'aller un peu mieux dans un premier temps. Si ce n'est pas pris en compte et qu'on fait semblant que ça n'existe pas, c'est absolument terrifiant, parce que moi qui suis le soignant, qui vois des gens en très vite bout de chaîne, hein, c'est-à-dire que moi j'ai des consultants qui sont hospitalisés à moins de 20 ans, ce qui n'arrivait pas il y a 5 ou 10 ans. On est face à une pandémie addictologique dans laquelle la question du cannabis est bien entendu un élément très important. Thomas Auroux, il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'aujourd'hui, on peut acheter sa drogue sur Internet, par le biais... Vous le faites? On va dire que les méthodes de vente, non, j'en achète pas, j'en consomme pas. Personne ne consomme d'ailleurs autour de cette table de cannabis, bien sûr. Non, mais c'est vrai, c'est de plus en plus facile. Les méthodes de vente se sont accélérées. Oui, on assiste à ce qu'on appelle un phénomène d'ubérisation un peu du dealer. Qui a votre numéro de portable, qui peut vous envoyer des textos. Nous, on a vu ça dans différentes enquêtes. S'il y a un soir de foot, comme il peut y en avoir en ce moment, avec des matchs un peu importants, il vous propose une promo de joints pour le prix d'eux ou deux barrettes pour le prix d'une, pardon. Et il vous livre directement à domicile. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus maintenant besoin de se déplacer dans ce qu'on appelle les fours, c'est-à-dire les endroits où on distribue beaucoup la résine de cannabis. On peut vous livrer à domicile, ce qui fait que c'est devenu beaucoup plus facile. Et je rappelle que ça ne coûte pas cher d'acheter du cannabis, c'est 50 € les 6 grammes. C'est quand même pas grand-chose. D'où l'idée d'ailleurs de faire cette contravention, puisque la contravention elle va s'élever entre 150 et 200 €. Ça peut être un moyen un peu dissuasif pour l'usager.
Alors, on est bien sur le plateau d'Objectif Monde. On a parlé un peu plus tôt de la légalisation du cannabis au Canada. On sait que ça ne fait pas consensus, loin s'en faut. Et justement, on va retrouver à Ottawa le sénateur conservateur Claude Carignan. Merci d'être avec nous. Au plaisir. Claude Carignan, vous faites partie des sénateurs qui planchaient actuellement sur le projet de loi. Vous pensez, vous-même d'ailleurs, que ce n'était pas la priorité du Canada. Vous n'étiez pas précisément, vous, favorable à cette légalisation? Ben non, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres priorités qu'on peut adresser au Canada. Ce qui a trait au cannabis en tant que tel, je pense que si on veut prévenir la consommation chez les jeunes, on doit s'inspirer des meilleures pratiques au monde. Donc, on doit plutôt aller voir dans les pays où on a la plus basse consommation chez les jeunes et non pas ceux où on a la consommation la plus haute. Vous dites on a baissé les bras trop tôt. On a baissé les bras et exactement. Je pense qu'on a baissé les bras trop tôt. Je pense qu'il y a un point de non-recul. Le problème de la légalisation, c'est que si cette méthode-là ne fonctionne pas pour faire de la prévention de consommation chez les jeunes, bien après, on ne peut pas reculer. Je pense qu'on doit aller avec un principe de précaution et aller graduellement vers peut-être la décriminalisation dans un premier temps, un peu comme vous avez parlé tout à l'heure avec des contraventions, et en continuant à s'attaquer aux cartels, aux trafiquants, mais en même temps en travaillant sur de la prévention avec beaucoup plus d'activités pour les jeunes, activités sportives, culturelles et autres, pour les amener vers des habitudes saines de vie. Comme c'est le cas d'ailleurs en Islande et en Norvège, du côté des pays scandinaves. Claude Carignan, la légalisation, elle est censée mettre fin au trafic, au marché noir. C'est vraiment le cas lorsqu'il y a eu légalisation. Vous qui vous êtes rendu il y a peu de temps aux États-Unis pour rencontrer des élus américains. Oui. Bien, on dit que c'est le crime organisé. Hein? Donc, par définition, il s'organise. Donc, il s'adapte. Et ce qu'on voit au Colorado, on a vu des nouveaux cartels se créer. Les gens utilisent l'activité légitime, le couvercle de l'activité légitime pour produire de façon illégale en surplus et distribuer le produit. Par exemple, au Colorado, il se produit 8 fois plus de cannabis que le marché en consomme. Donc, tout ça va vers une exportation, vers du trafic. Et pendant que j'étais à Washington, on a vu là, des perquisitions dans des cartels, des nouveaux cartels qui avaient distribué leurs différentes productions dans différents appartements, différentes résidences. Et c'est un peu une inquiétude que j'ai, moi, au Canada, lorsqu'on va permettre la culture à la maison, par exemple. Claude Carignan, vous restez avec nous. Docteur Ispar, c'est une inquiétude légitime, la légalisation, ça fait peur. Vous-même, en tant que médecin, vous pensez que c'est la solution? Écoutez, bien sûr qu'on a peur que notre jeunesse, tout le monde, etc. Encore que ça touche bien plus que la jeunesse en termes générationnels. Je pense qu'il y a un fait. Ça existe. Eh bien justement, on va regarder la tablette d'Objectif Monde avec la consommation de cannabis il y a une flèche, dans le monde. 60%. Donc vous le voyez apparaître et puis on voit que le reste, effectivement. C'est un fait. Alors une fois qu'il y a un fait, on se dit qu'est-ce qui se passe? Bénéfice-risque. Le médecin que je suis voit des personnes qui sont très, très malades de leur consommation de cannabis. Je vais vous donner un exemple. Un cancer de la vessie, moins de 30 ans, c'est des fumeurs de cannabis depuis l'âge de 13-14 ans. C'était d'ailleurs la même chose pour ce qui est du tabac. Donc on se dit, il y a un fait. Le problème de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces fameux joints et compagnie. Donc on ne sait pas du tout. Vous évoquez à très juste titre ce qui est cette pandémie où on a tous les produits qui arrivent sur Internet, effectivement. Bon, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut bien qu'à un moment donné, on puisse savoir ce qu'il y a vraiment, pouvoir une véritable information et de ne pas hésiter à dire, ben là, il y a tant de... le pictogramme pour l'alcool sur les femmes enceintes, etc., ça fait un peu avancer les choses, ça ne veut pas dire que tout le monde ne va pas consommer. Mais une nouvelle fois, en miroir, on sait qu'il y a un risque qui est réel, qu'ils vont en prendre d'une manière ou d'une autre, peut-être faut-il inventer de façon très différente. Regardez, la salle de consommation à moindre risque pour les injecteurs. Il y en a une à Paris, il y en a une donc à Strasbourg. On a fait un tollé. Il faut bien se dire que ça existe de fait. Essayons d'organiser
les choses de façon très importante. Et justement, vous allez proposer de regarder sur la sur la table d'Objectif Monde, le chiffre, on voit les chiffres de la consommation, c'est absolument énorme, le nombre de consommateurs de cannabis dans le monde, 260 millions. Comme vous le disiez tout à l'heure, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Donc c'est un vrai sujet à prendre à bras-le-corps. On sera tous au niveau international, bien entendu, concernés, parce qu'on a vu qu'il y avait du narcotourisme, qu'il y avait etc., qui se fait, etc. On voit bien qu'on n'est pas à l'aise avec ça. Moi, je pense aussi à la question très difficile actuellement de personnes qui sont, alors qu'ils sont insérés, exclus d'un certain nombre de métiers parce qu'ils vont avoir un dosage positif urinaire. Il faut aussi qu'on soit beaucoup plus clair là-dessus. Est-ce que c'est festif ? Est-ce qu'il y a des moments dans l'organisation de sa vie où on ne doit pas consommer ? Parce qu'on travaille, parce qu'on conduit, parce qu'on a un métier de roulant, par exemple, etc. Alors, si c'est tout d'un coup un dosage qui est sur une exposition il y a 3 semaines, ça ne va pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc, une nouvelle fois, il faut qu'on ait quelque chose d'une mise à plat de la question cannabis. Thomas Auroux, merci d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, j'ai une question, parce que si on légalise, parce que j'ai l'impression que vous êtes plutôt pour la légalisation ou la dépénalisation, est-ce qu'on ne risque pas aussi d'augmenter le nombre de consommateurs de joints, puisque vous parlez d'un point de vue d'un problème de santé, s'il y a plus de possibilités de consommer du cannabis, est-ce qu'il n'y aura pas plus de consommateurs et du coup plus de problèmes, plus de patients dans vos hôpitaux? Ce que je pense profondément, c'est que, puisque le fait c'est que c'est consommé, faut-il qu'on ait une réelle posture de prévention, d'explication, de prise en compte pourquoi tu consommes. Vous voyez ce que je veux dire, pourquoi tu es si mal, toi le jeune qui est là, qui a consommé, etc. Alors le côté, je fais ça pour niquer la police ou autre, etc., ou les vieux. Embêter la police. Je veux dire simplement, voilà, si on dépasse ça, alors on peut parler vrai. Thomas Auroux, merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Objectif Monde. Claude Carignan et Dr Isper, vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Alors, on n'en a pas encore parlé, mais au Canada, le cannabis était déjà autorisé à titre thérapeutique et expérimental. Du cannabis donc pour soigner, pour soulager les douleurs et cultivé dans des laboratoires. Et vous allez voir, c'est justement sur ces laboratoires que cette industrie beaucoup plus vaste du cannabis dit récréatif va s'appuyer pour se développer. C'est un reportage pour Radio-Canada d'Yvan Côté. Colleen Thompson se décrit elle-même comme une spécialiste du bien-être. Pelvis lowers and then it lifts. Dans ses cours de pilates, on soigne les blessures physiques, mais on tente aussi d'apaiser l'esprit. Exhale, legs up towards you. Beautiful. C'est donc tout naturellement que la quinquagénaire, qui n'a jamais touché à la marijuana, s'est intéressée il y a quelques mois aux vertus de la plante pour aider ses clients. Je me suis dit que je pourrais aider les gens à trouver une alternative abordable aux médicaments en pharmacie. Mais comme plusieurs autres, Colleen a rapidement réalisé qu'il était difficile de s'y retrouver dans toute l'information sur le sujet. C'est pourquoi elle s'est inscrite dans la seule université au pays qui offre un cours uniquement sur le cannabis. À l'Université Polytechnique Kwantlen, on enseigne en ligne comment faire pousser les plants, quelles sont les lois qui s'appliquent au Canada et comment mettre ce produit bien particulier en marché. L'idée est venue d'un besoin. Les producteurs de cannabis à usage médical n'arrivaient pas à trouver des gens suffisamment qualifiés pour travailler dans leurs serres. Ça, ici, c'est notre salle où c'est qu'on garde les différentes génétiques. Des producteurs comme David Perron, le Québécois, est l'un des seuls agronomes du pays à travailler à temps plein dans cette industrie. Il reconnaît que les besoins sont énormes et que la prohibition a limité pendant des années les avancées académiques. Est-ce que vous aviez des connaissances particulières de cannabis avant même d'arriver ici? On avait eu à l'Université McGill, pendant la maîtrise, on avait eu un projet de recherche sur le chanvre industriel. On avait travaillé un peu avec la plante qui est Cannabis sativa aussi, c'est la même plante, mais on n'avait pas dans le même optique. Un marché où tout reste à faire, donc, et où la demande est déjà plus importante que ce que peut produire l'industrie pour les seuls besoins thérapeutiques. En fait, selon les premières évaluations, il faudra quadrupler la production au lendemain de la décision d'Ottawa de légaliser le cannabis récréatif. Une manne qui pourrait représenter des retombées de plus de 20 milliards de dollars selon une étude de Deloitte. Pour vrai, ça va être une bonne récolte ici. Une manne pour laquelle les producteurs tentent tant bien que mal de se préparer.
Chez Whistler Medical, on produit 24 différentes variétés de cannabis et on construit une deuxième serre. Ici, tout est biologique. Une production sous haute surveillance où rien n'est laissé au hasard. D'abord la terre, la spécialité de l'agronome. Qu'est-ce que tu introduis dans le sol de particulier, là? Sans dévoiler ta recette, parce que c'est un peu ça, là. Oui, on est dans le secret professionnel ici pour ça, c'est sûr. Mais c'est juste les bons agents qui sont en place. Fait que les bons champignons, bactéries. En d'autres mots, les bons micro-organismes et nutriments pour maximiser le développement de la plante. Puis vient l'étape de la transplantation, la pépinière, où les jeunes pousses prennent vie. On a des plants mères desquels on va faire du bouturage, qu'on appelle. On va couper la bout des tiges. En raison des normes strictes de production imposées par Santé Canada, il faut des mois avant de démarrer une serre. Whistler Medical est considéré comme un petit producteur au pays et l'un des seuls à être rentable pour le moment. Ici, c'est la récolte. Toutes les fleurs ici à Whistler Chez Whistler Medical, par exemple, on récolte 60 à 80 kilos de fleurs par mois. Faites le calcul. À une dizaine de dollars le gramme, ça représente entre 600 et 800 000 dollars mensuellement. Mais malgré la quantité de cannabis récolté, on a dû limiter le nombre de patients à 2000. La dernière chose qu'on voudrait, c'est que nos patients soient pris de court, qu'ils n'aient plus accès aux médicaments parce qu'on enregistre trop de patients, comme c'est arrivé dans d'autres producteurs. Cette industrie pourrait devenir encore plus importante que celle du vin et de la bière. L'autre enjeu sera de trouver des travailleurs qualifiés pour les milliers d'emplois qui seront créés dans les points de vente et les centaines de serres au lendemain de la légalisation. Colleen, elle, n'avait même pas encore terminé sa formation que déjà elle avait une offre dans une clinique médicale à Vancouver. J'ai été surprise de voir à quel point cet endroit est fréquenté. Les gens ont des tonnes de questions. Il y a beaucoup d'éducation à faire. Quand on voit qu'on peut faire une différence dans la vie des gens ou quand on a des gens qui ont essayé d'autres cannabis, d'autres marchands de cannabis, puis qui disent quand on a trouvé votre cannabis biologique, je dis, wow, la différence que ça a fait dans ma vie, ça, c'est vraiment le fun. Pour David Perron, l'avenir est plus que prometteur. Lui qui voulait se spécialiser dans l'industrie de la pomme de terre dans la vallée de l'Okanagan ne regrette pas son choix. Il songe maintenant à commercialiser ses recettes de terre biologique et est déjà devenu une sommité ici et à l'extérieur du pays. Un retour ici sur le plateau d'Objectif Monde. Sénateur Claude Carignan, vous êtes toujours avec nous en direct depuis Ottawa. Alors, vous, en fait, vous redoutez que cette industrie du cannabis, elle tombe finalement aux mains de mains peu scrupuleuses et que finalement ces laboratoires soient un petit peu dévoyés. Au niveau du contrôle pour le cannabis, avec le reportage qu'on a vu, je pense que c'est bien fait, c'est contrôlé. Il y a un système de suivi qui peut être fait. Je pense que c'est sain de le faire comme ça. La problématique, c'est la culture à la résidence, où là, il n'y a aucun contrôle. Donc, ça va empêcher tout l'autre aspect de contrôle de qualité. Donc, ça va rentrer en concurrence. Et là, les policiers vont s'y perdre à savoir si c'est de qualité. Donc, ça va rentrer en concurrence. Et là, les policiers vont se perdre à savoir si c'est du marché blanc, du marché gris ou du marché noir. Donc, ça, c'est... Il y a peu de recherches actuellement sur le cannabis. Santé Canada ne reconnaît pas le cannabis comme un produit médical. Dans les études qu'on a faites, dans les auditions qu'on a faites, il n'y a aucune association médicale, en tout cas la très grande majorité ne reconnaît pas le cannabis comme produit médical, même s'il y a dans les recherches certaines avancées sur un composant qui est le cannabiol, donc qui est une partie de la plante. On a le THC et le cannabiol. Le cannabiol semble avoir certaines propriétés qui sont bonnes au niveau médical. Mais dans un produit, j'ai vu un produit qui s'appelait Rockstar, supposément médical, à 48 de THC et à 0,02 de cannabiol. Donc, on utilise un peu le couvercle du cannabis médical pour vraiment aller vers du récréatif et à des taux de THC énormes. Là. On est loin du cannabis de Woodstock, là, avec du 6-7 Maintenant, il se fait des produits jusqu'à 90 des concentrés de THC. Et ça, on ne connaît pas les conséquences à ça. Et clairement, le crime organisé se concentre vers ces produits-là pour faire concurrence aux produits légaux.
Docteur Ispar, c'est vrai, c'est souvent le cannabis thérapeutique, c'est un petit peu fait pour... Donc il y a des limites effectivement entre ces produits. Et si c'était peut-être très silencieux en France, en tous les cas, c'est le côté post-68 qui fait qu'il y avait des personnes qui prenaient effectivement, vous disiez post-Woodstock, du cannabis, qui disaient bon, bah, j'en prends un joint ou deux, puis des fois le week-end et c'est pas très grave. Alors que là, on est face à d'autres produits. Et je pense que c'est ce qui va être attractif d'une certaine manière. Si vous prenez le cannabis au niveau de ce qui serait médicamenteux, de mon point de vue, il n'y a pas encore d'études très validées, même si des cancers en fin de vie, sur la question de la douleur, de l'angoisse, etc. La sclérose en plaques, oui. Voilà, bon, donc on voit, et pourquoi pas. Mais je pense qu'on avance sans pouvoir nommer que, oui, il y a des limites et qu'il faut effectivement pouvoir cadrer les choses. Claude Carignan, il y a aussi un autre aspect de la loi au Canada, c'est qu'au Canada, on pourra fumer du cannabis dès l'âge de 18 ans. 18 ans, c'est très jeune et on peut encore avoir affaire à de gros dégâts sur le cerveau. Exactement, parce que le cerveau est en transformation et continue à évoluer jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, évidemment, consommer avant l'âge de 21-25 ans augmente les risques au niveau de l'atteinte du cerveau. C'est ce que tous les experts médicaux qu'on a entendus actuellement nous disent, d'où la nécessité. Et ça fait partie des études qu'on fait dans le projet de loi. Est-ce qu'on va limiter ou changer l'âge, de mettre l'âge à 21 ans, par exemple, au lieu de 18 ans? Parce qu'on serait le premier pays au monde à le permettre de cette façon-là, de façon aussi large. Et c'est ce qu'on va devoir décider là, au Sénat au cours des prochaines semaines. Mais c'est pas, les questions ne sont pas simples. Docteur Ispar, c'est ça le plus dramatique finalement. C'est quand même sur les cerveaux des adolescents. C'est ça le nerf de la guerre, on va dire. Oui, et clairement. Les troubles des fonctions exécutives et cognitives, pour tous les produits psychoactifs pouvant générer des dépendances ou des mésusages, clairement, plus on le prend tôt, plus ça sera difficile à arrêter. Et, comme vous le disiez très justement, les conséquences neurologiques majeures. Moi, j'ai des jeunes actuellement qui ont des cerveaux de vieillards. Donc, une nouvelle fois, comment arriver à trouver le juste entre, on sait que c'est un produit qui peut être utile d'une certaine manière, on sait qu'il peut créer du mésusage, on sait aussi qu'il y a des risques toxiques, puissants, mais la réalité, c'est qu'ils en consomment. Et que la prohibition, les différents endroits où la police, etc., on voit qu'on est à 60% de ça ne fonctionne pas. Merci voilà. Claude Carignan d'avoir été en direct pour nous depuis Ottawa. Merci aussi à vous, Dr Ispar, d'être venu sur le plateau d'Objectif Monde. En Suisse, le cannabis n'est pas légalisé, mais on fume ce qu'on appelle le CBD, le cannabis dit légal, qui contient moins de 1% de THC, qui est la substance psychotrope de la marijuana. Du coup, plusieurs producteurs et agriculteurs se sont infiltrés dans la brèche et se sont lancés dans la culture du chanvre dans les épinards. C'est un reportage signé Andrea Gringeri pour l'émission Temps présent sur la RTS, la radio-télévision suisse. Journée ensoleillée à Lausanne. Un arôme bien typé imprègne le bord du Léman. Non, la Suisse n'a pas encore légalisé le cannabis qui fait planer. Ici, on fume du CBD. On parle beaucoup de CBD, et puis on s'est dit, bon, bah, alors, vu que c'est un sujet qui est parlé vraiment dans tous les milieux, pourquoi pas créer un festival autour de ce sujet? C'est quoi qui vous plaît dans le CBD, en fait? Quelque part, une détente, une certaine... comment on peut dire ça, relaxation. En Suisse, la loi fixe la limite à 1% de THC pour le cannabis. En dessous, c'est le vide juridique, et cela bénéficie au cannabidiol, ou CBD, une molécule qui aurait des vertus apaisantes. 260 licences pour produire du CBD ont déjà été délivrées en Suisse. Et d'autres demandes sont en cours de traitement. C'est un bon business dans le sens, ça donne beaucoup de travail, ça a créé beaucoup d'emplois, que ce soit de la production à la distribution, que ce soit les magasins qui engagent du monde ou les producteurs qui tout simplement se lancent, ça crée énormément d'emplois. Et ces trois-là ont flairé le bon filon. Ça vient d'une entreprise familiale. Quand le CBD est devenu légal en Suisse, on s'est beaucoup intéressé à ce sujet. Et puis avec mon papa, on a décidé
de se lancer là-dedans, en fait, tout simplement, pourquoi pas. Et puis, on a trouvé notre producteur pour tout ce qui est la gestion du cannabis. Et puis voilà. Non, ça n'est pas une forêt de sapins. Le chanvrier valaisan Bernard Rappa travaille à une autre échelle. 1,5 hectare en terre vaudoise et 4 autres cultures de taille similaire en Suisse romande. Entre 4 et 6 000 plants, mais aucun en Valais. Tiens. C'est un peu à cause... je me méfie du climat valaisan qui a tendance à pousser le THC vers le haut. Alors je me dis, en cultivant sur le Jura, dans le canton de Vaud, on aura peut-être un peu moins de THC. Alors si on dépasse le 1, on est embêté. On doit trouver d'autres usages que la fumette, quoi. C'est pas que j'ai peur de la justice valaisanne, mais j'ai aussi connu des mauvaises expériences, quoi, parce qu'eux, ils ont tendance à... C'est un peu des cow-boys. Il faut dire que la justice, il connaît. Bon, on va attendre que ça commence. Petit retour 25 ans en arrière. Je m'appelle Bernard Rappa et je suis fils d'un agriculteur vigneron. Je suis agriculteur à Saxon, très biologique. Je crois aux énergies douces. Je crains la destruction de notre environnement. Alors, je fais aussi de la contestation. Rappa et le chanvre, c'est une histoire d'amour qui a commencé dans les années 70. Une romance restée incomprise des autorités. Mais je dérange. Moissons et coussins aromatiques fourrés au cannabis le conduisent en prison. Pour un total cumulé de 8 ans ferme. S'estimant victime d'une injustice, le chanvrier mis à l'ombre entre en grève de la faim. Aujourd'hui libre, la coupe mulet la plus célèbre du Valais a repris du service. Avec cette arrivée de la mode CBD, là, il y en a plusieurs qui m'ont contacté parce qu'ils avaient envie de faire quelque chose avec moi. Et puis pour finir, je me suis embarqué là avec cette société et puis 2 associés qui sont sur Genève. Et puis c'est intéressant parce que eux, ils amènent des moyens matériels et puis moi, j'amène mon expérience et puis aussi un peu mon nom, quoi. Et pour exploiter cette plantation vaudoise, c'est Félix, jeune agriculteur bio, qui a été sélectionné. Jusque-là, son truc à lui, c'était plutôt le blé et le maïs. Bernard m'a coaché depuis le début de la culture jusqu'au stade de la récolte, quoi. C'était le rôle de Bernard. Ah, ça dégage. Hein. Tu sens les huiles essentielles qu'il y a là-dedans. Et puis c'est... À peine tu frottes ta main, tu as déjà le gras de la résine. Et puis je suis étonné parce que c'est quand il y a du THC, il y a beaucoup de résine comme ça. Ah ouais ? Il est difficile d'avoir des estimations concernant les surfaces cultivées en extérieur pour le CBD. Assez anecdotique pour l'heure selon l'Union suisse des paysans, et pourtant, plusieurs ont saisi l'opportunité. Financièrement, je dirais qu'on peut gagner environ, par exemple, le double que sur une culture de blé. Après, ça reste des chiffres théoriques parce qu'il faudra que je voie à la fin de l'année réellement ce qui me reste proportionnellement aux heures de travail que j'ai eues. Est-ce que vous encourageriez vos collègues agriculteurs à se lancer ? Ah oui, ouais. Clairement, ouais. Surtout que l'agriculture, elle est quand même en crise. Il n'y a qu'à voir le succès qu'on a eu avec l'annonce qu'on a fait paraître. On a fait paraître une seule annonce. On a une 60aine d'agriculteurs qui nous ont contactés. On sent par là qu'ils cherchent tous des alternatives et des cultures qui laissent un revenu. Notre tournage va alors être interrompu par un invité surprise. Garde-frontière et police cantonale. Sitôt à terre, les agents nous demandent d'éteindre notre caméra. Contrôle de routine apparemment. Vous avez fait des tests pour savoir si vous êtes en dessous du 1% ou non? C'est des variétés qui sont données à moins de 0,2% de THC. Tout le CBD qu'on a contrôlé jusqu'à maintenant, c'est tout tip-top. Alors nous, on va faire comme ça. Mon collègue de la police, il va regarder si c'est annoncé. Moi, je vais prendre votre identité. Vous, on vous la connaît. Domicile, c'est où maintenant? Ah, en Valais. Oui, mais en Valais. Isérable. Vous êtes en Isérable? Ouais, chez les Belgiques. Vous n'êtes pas peureux avec des douaniers là-bas? Oh, c'est normal qu'ils font des contrôles, quoi. Ça s'est bien passé? Oui. Ils ont même voulu faire un selfie avec moi. Ils n'étaient même pas au courant que la police était déjà venue 2 fois. Bah, ça fera 3 fois, quoi.
et puis à coups d'hélicoptère. On a eu une visite surprise. Ah bien. Ah, il y a tout l'arôme qui sort d'un coup. On retrouve Bernard Rappa, qui amène sa récolte du jour au séchage. Hollyweed espère produire 2 à 3 tonnes cette année. À 10 francs le gramme, c'est potentiellement 30 millions de valeur brute. Et donc, près de 10 millions de taxes à venir pour la Confédération. Pour l'année 2017, les autorités suisses estiment que le CBD représentera déjà un marché d'environ 100 millions de francs. Est-ce que ça sera une mode? Est-ce que ça sera qu'un passage? Affaire à suivre. Hein. Boom momentané ou réelle tendance, ce marché du CBD devrait en tout cas faire réfléchir les autorités sur une vraie légalisation. De retour sur le plateau d'Objectif Monde avec du chanvre dans les épinards. C'est un reportage que vous avez tourné, Andrea Gringeri. Merci d'être avec nous. Alors Andrea, vous m'avez dit quand on a préparé cette interview, c'était quand même assez difficile pour vous de trouver des gens qui acceptaient de témoigner à visage découvert. Oui, le marché à ce moment-là était en plein boom, mais on sentait quand on allait parler avec les gens, par exemple surtout les consommateurs ou autres, ça restait un milieu assez stigmatisé. Ils ne voulaient pas être associés à des dealers de drogue. Mais aujourd'hui, on sent déjà que ça s'est un peu plus libéralisé. Et parmi les moments forts de votre reportage, parmi les moments qu'il vous reste en tête de ce reportage, il y a ce jour où vous rentrez dans un champ de chanvre, immense champ de chanvre de Bernard Rappa, pour la première fois de votre vie. Alors, c'est pas très commun comme expérience, surtout que c'est un champ qui fait 1,5 hectare. On se retrouve là au milieu, les odeurs sont assez fortes. Et en plus, il y a une descente de police, enfin une descente en hélicoptère de police. Oui, alors ils nous ont dit qu'ils passaient par là et que par hasard, ils ont vu quelque chose d'intriguant en bas et qu'ils se sont posés. Ça montrait aussi qu'à ce moment, les autorités, elles patinaient un peu face à ce marché. Bernard Rappa, qui est l'une des figures emblématiques, un des pionniers, le leader charismatique, on va dire, de la lutte pour le chanvre, dit à la fin du sujet, est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que l'engouement a un vrai marché? L'engouement, aujourd'hui, perdure? Alors, il perdure, mais ça s'est quand même tassé. Là, on parlait de prévision d'environ un marché qui pèserait environ 100 millions. La réalité, ça a montré qu'en 2017, on était sur 60 millions, et donc 15 millions de taxes pour la Confédération suisse. Ça s'est un peu tassé. Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés en disant « j'investis ma retraite, mes économies, et puis je commence à faire du chanvre dans mon garage ». C'est un petit peu plus compliqué que ça, et donc il y a surtout les gros acteurs qui vont probablement pouvoir aller de l'avant et puis se faire de l'argent sur ce marché. Les autres risquent un peu de déchanter. Andrea Gringeri, le CBD, c'est du cannabis dit légal. C'est un vide juridique dans lequel des producteurs et des agriculteurs se sont infiltrés. Mais en fait, la légalisation du cannabis, elle n'est absolument pas à l'ordre du jour pour l'instant en Suisse. Alors, il y a une initiative populaire qui a été lancée. Enfin, il y a une tentative de remettre ça à l'ordre du jour politique. Mais je ne sais pas si la population elle est vraiment prête à dire oui. Alors justement, on va poser la question à Ruth Dreyfus, qui est l'ex-présidente de la Confédération helvétique, qui est aujourd'hui extrêmement engagée dans le sujet, puisqu'elle est présidente de la Commission globale de politique en matière des drogues. Ruth Dreyfus, merci d'être avec nous en direct de Genève. La légalisation du cannabis en Suisse, elle est loin d'être vraiment à l'ordre du jour. Et c'est un regret pour vous? Non, je dirais le contraire. Elle est à l'ordre du jour, puisque 4 villes ont décidé de préparer des projets pilotes de régulation du marché du cannabis et que, étant donné que ces projets ne semblent pas tout à fait en harmonie avec la loi sur les stupéfiants, c'est au Parlement aujourd'hui qu'une réforme de la loi qui permettrait de tels projets pilotes est en discussion. Donc c'est tout à fait le contraire. Il y a une initiative populaire, une initiative parlementaire et des communes qui s'efforcent aujourd'hui de baliser le terrain, au fond, pour savoir dans quelle mesure, quel type de régulation pourrait être adopté.
Votre commission, Ruth Dreyfus, elle rassemble des personnalités à travers le monde qui militent pour une régulation du cannabis plus qu'une légalisation. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire que je crois que toute l'émission a bien montré que tout le monde sait que les substances psychoactives recèlent aussi un certain nombre de dangers et que donc, parce que ce sont des substances qui recèlent un danger, il est important que l'État les contrôle et qu'elles ne soient pas laissées dans des mains criminelles. Donc nous militons effectivement pour un contrôle de l'État sur, en principe, toutes les drogues, avec des degrés de sévérité, des degrés de rigueur différents selon la dangerosité des substances. En ce qui concerne le cannabis, nous pensons que c'est plutôt une réglementation de type tabac qui devrait être choisie, c'est-à-dire des lieux où on peut acheter, des lieux où on peut consommer et d'autres où on ne peut pas consommer, un âge limite et pas de publicité, par exemple, seraient des règles en tout cas à observer. Ruth Dreyfus, qu'est-ce que vous répondriez, vous, à des parents qui vous écoutent aujourd'hui, qui ont des enfants, qui sont en proie à une addiction au cannabis, qui ont des problèmes scolaires, des difficultés professionnelles? Vous comprenez leurs craintes quand on prononce le mot légaliser ou réguler? Je comprends surtout leur désarroi et leur envie de savoir que l'État se préoccupe de ce qui arrive et offre aussi des services à ceux qui sont vraiment en difficulté, offre aussi un langage clair, une information qui permette de faire une vraie prévention, parce que raconter que le cannabis, c'est le premier pas vers une déchéance sociale et vers une addiction, c'est mentir, et les jeunes ne supportent pas le mensonge. Ce qu'ils veulent, c'est une information qui soit claire, et les parents aussi veulent que l'on sache quel est le produit que leurs enfants risquent de consommer lors d'une fête avec des copains sous la pression du groupe, plutôt que de l'acheter sur le marché noir et de ne pas savoir ce que contient cette substance. Donc oui, je comprends tout à fait le désarroi des parents. J'ai confronté ce désarroi aussi lorsque nous avions une épidémie d'héroïne dans notre pays, et je sais que les parents attendaient de nous, autorités responsables, que nous prenions nos responsabilités. Par une simple interdiction, nous ne la prenons pas. Ruth Dreyfus, vous avez rencontré récemment des parlementaires français, on le disait un petit peu plus tôt dans cette émission. En France, on a beaucoup de mal à faire avancer, en tout cas, cette question de la légalisation et même de la dépénalisation. Vous comprenez que ça n'avance pas plus vite que cela ? Non, j'ai beaucoup de peine à le comprendre, en fait. Et je partage l'avis du parlementaire, du sénateur canadien que vous avez entendu tout à l'heure, pas sur tout ce qu'il a dit, mais lorsqu'il disait qu'un premier pas absolument indispensable, c'est la dépénalisation. Parce que la pénalisation, c'est vraiment ce qui risque de marquer des jeunes à vie. C'est ce qui risque aussi, sans avoir un effet d'ailleurs d'empêchement de la consommation, c'est ce qui risque vraiment, au contraire, de les pousser dans la clandestinité et dans les mains du marché noir. Donc effectivement, dépénaliser, c'est la première chose à faire, et je regrette qu'en France, où le débat a été ouvert maintenant sur la dépénalisation, on soit aussi timide, on envisage encore des amendes qui sont en fait relativement élevées, que l'on charge encore la police de réprimer la consommation, et sur ce plan-là, je crois que c'est le premier pas à faire, et j'espère que la France le fera bientôt. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas aussi un problème, on va dire, de culture? C'est-à-dire que, par exemple, en France ou en Europe, on a la culture du vin, on a la culture de la cigarette, mais moins la culture des drogues, et qu'on pense que peut-être un jour, on va pouvoir éradiquer la drogue de la planète. Alors vraiment, je crois que c'est la grande illusion, l'illusion d'un monde sans drogue. Et il faudrait justement dire que ça serait un monde sans substances psychoactives, c'est-à-dire sans vin, sans tabac, sans café, sans chocolat et je ne sais quoi. C'est absolument ridicule d'imaginer qu'une substance que l'humanité consomme depuis la nuit des temps peut tout simplement être interdite d'un trait de plume par un effet d'une loi et d'une répression. Ruth Dreyfus, justement, à la base de cette émission, il y avait ce projet, cette légalisation qui est en cours au Canada. Les Canadiens vont adopter une loi très libérale. Qu'en pensez-vous ?
Je pense qu'on aura bientôt toute une gamme d'expériences, de l'Uruguay sévère au Colorado plus libéral, et on verra où le Canada se situera exactement, et qu'il est extrêmement utile, je dirais, pour toute la communauté internationale que ces expériences aient lieu, qu'elles soient évaluées, et c'est la volonté dans tous ces États et dans toutes ces régions d'avoir une bonne évaluation et d'avoir un retour, si vous voulez, qui soit basé sur des faits scientifiquement avérés. Finalement, tout ce débat sur les drogues a été un débat marqué par l'idéologie. Pour toutes sortes de raisons, les recherches n'ont pas pu être faites, par exemple aussi sur l'utilisation médicale. C'est quand même frappant de se dire qu'on a un fort soupçon ou un espoir d'utilisation médicale, mais que les recherches cliniques n'ont pas pu se faire parce que la substance est interdite. Donc nous avons besoin de science et nous n'avons pas besoin d'interdit. Merci beaucoup, Ruth Dreyfus, d'avoir pris part à Objectif Monde et d'avoir été en direct pour nous de Genève. Merci également à vous, Andrea Gringeri, d'être venu sur le plateau d'Objectif Monde. Voilà, c'est la fin de ce 3e numéro d'Objectif Monde. Merci aux télévisions partenaires et aux reporters qui ont participé à cette émission. Merci également aux médias francophones publics pour leur soutien. On se quitte tout de suite en images, un morceau choisi de tous ces reportages, et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro d'Objectif Monde. En fait, selon les premières évaluations, il faudra quadrupler la production au lendemain de la décision d'Ottawa de légaliser le cannabis récréatif. Une manne qui pourrait représenter des retombées de plus de 20 milliards de dollars. Cette industrie pourrait devenir encore plus importante que celle du vin et de la bière. Aujourd'hui, 4 États américains ont autorisé le cannabis récréatif. Douglas Anderson est persuadé qu'il y en aura d'autres. 60% de la population est pour la légalisation. Alan Valdez, tu vas bien ? L'un des traders les plus influents de New York, il s'est fixé pour objectif de faire rentrer son herbe à la bourse. En 2013, quand les États-Unis ont commencé à légaliser la marijuana, ce pionnier a alors investi sans complexe. Il est difficile d'avoir des estimations concernant les surfaces cultivées en extérieur pour le CBD. Assez anecdotique pour l'heure selon l'Union suisse des paysans, et pourtant, plusieurs ont saisi l'opportunité. Financièrement, je dirais qu'on peut gagner environ, par exemple, le double que sur une culture de blé. Pour l'année 2017, les autorités suisses estiment que le CBD représentera déjà un marché d'environ 100 millions de francs. Pour le chef de corps, le cannabis gagne sans cesse du terrain malgré des années de prohibition et de lutte policière. Il est peut-être temps d'envisager une autre approche. Le fait de légaliser nous permettrait de diminuer vraisemblablement la charge de travail. Au niveau du constat, de la rédaction des PV, de la saisie, bien ça relève de l'équipe d'intervention qui, pendant qu'elle fait cela, qu'elle revient au bureau, n'est plus sur le terrain par rapport à d'autres phénomènes dont on devrait aussi s'occuper. Les problèmes de toxicomanie sont visibles même chez des écoliers de 8 ou 10 ans. Des jeunes en consomment ici, là. Dans l'école primaire. Des fois, ils arrivent pas mal flyés, là. La directrice adjointe est inquiète. La légalisation du cannabis pourrait amplifier le problème, selon elle.